Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais à travers cette vidéo dire comment nos ancêtres africains voyaient les leucodermes, les descendants de l'homme de Cro-Magnon qu'on appelle ordinairement les Blancs. Parce que du fait de l'esclavage, de la déshumanisation des Noirs dans les Amériques, avec cet esclavage cruel et inhumain pratiqué par les descendants de l'homme de Cro-Magnon. Parce que pour eux, l'homme qui est dans la servilité est un esclave, c'est-à-dire il perd son humanité. Parce que pour eux, l'esclave est comme un meuble. L'esclave perd sa dignité humaine. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai du mal à utiliser le mot esclave en Afrique quand je parle de servilité. Parce qu'en Afrique, celui qui est dans la servilité ne perd pas sa dignité humaine, non. Même un maître pouvait prendre sa propre fille et la donner en mariage à quelqu'un qui était dans la servilité vis-à-vis de lui. Alors comme je dis, je voudrais parler de la façon dont nos ancêtres africains percevaient l'homme de Cro-Magnon, les leucodermes. Parce que du fait justement, comme je l'ai dit, de l'esclavage, du fait de la traite négrière, du fait de la colonisation, il y a des Noirs qui ont un complexe vis-à-vis du leucoderme. Or, ça ne devrait pas être ainsi. Non. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un teint clair qu'il va se proclamer lui-même supérieur. Parce que les enfants leucodermes sont éduqués dans ce sens-là. On leur fait dire, notamment en Occident, qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est pour ça que Eni Edo Lodge a eu raison de dire que le racisme, c'est un problème de blanc. C'est cela. Vous voyez? Et donc, je voudrais dire, donc, si on, quand on va voir certains aspects, on va voir qu'en fait, le racisme des Européens, des Occidentaux, des hommes de leucoderme vis-à-vis de l'homme noir, en fait, c'est un racisme à rebours. C'est une vengeance, en fait. C'est une vengeance qu'ils perpétuent sans cesse à travers l'histoire. Parce que, depuis l'Égypte antique, la plus grande civilisation qui ait jamais existé sur Terre, que nos ancêtres noirs ont bâti. Eux, ils étaient des agriculteurs qui mettaient en valeur les terres le long du fleuve Nil. Or, les personnes de teint clair, que ce soit les Sémites, ou que ce soit, comment je vais dire ça, les autres leucodermes, hein, c'est-à-dire les Caucasiens, eux, ils ne pratiquaient pas l'agriculture. C'était des nomades. Les Sémites étaient des nomades, des éleveurs, des pasteurs. Mais beaucoup de Caucasiens, ils vivaient de rapines et de pillages. Ils vivaient de guerre. Donc, c'était des guerriers nomades. Et ce nomadisme-là ne plaisait pas à nos ancêtres africains qui ont bâti la civilisation égyptienne. Cela ne leur plaisait pas. Ils trouvaient que cette façon de vivre-là était une façon de vivre qui est loin de toute civilisation. Parce qu'il faut savoir une chose. La civilisation vient en fait de l'agriculture. C'est une réalité. La civilisation vient de l'agriculture. Vous voyez? Excusez-moi. La civilisation vient de l'agriculture. Vous voyez? Et donc, ils voyaient ces Sémites comme ces Caucasiens, comme des gens qui n'étaient pas civilisés. Et puis d'ailleurs, quand ils souffraient de famine, ils venaient piller et attaquer l'Égypte antique. Vous voyez? Et c'est ainsi que, pour les corriger, oui, c'est le mot juste, il y a eu la bataille de Kadesh, où nos ancêtres égyptiens leur ont infligé une défaite cuisante. Il y a eu aussi la bataille de Megiddo, où encore nos ancêtres égyptiens africains, avec à leur tête les Nessoutes, les pharaons, leur ont infligé
une défaite cuisante. Vous voyez. Et si bien qu'il y a des bas-reliefs en Égypte antique qui montrent justement aussi bien les Caucasiens que les Sémites dans une position de dominer. Ils appelaient justement les Sémites les Amoun, c'est-à-dire les errants. Ils appelaient les Caucasiens les Tamout, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas civilisés, qui n'ont pas une culture grande. Parce que d'abord, eux, ils s'habillaient avec des peaux d'animaux. Ce que refusaient nos ancêtres de l'Égypte antique. Non, eux, ils ne s'habillaient pas avec des peaux d'animaux. Ils s'habillaient en lin. Donc, leur tenue était issue de plantes, du lin. Vous voyez. Donc, voilà un aspect de la vision que nos ancêtres africains avaient de ces leucodermes. Première chose. Deuxième chose, quand ils viennent sur les côtes pour commercer, quand ils viennent pour commercer, surtout à partir du 15e siècle, à partir du 15e siècle, ils commencent à commercer sur les côtes, notamment de l'Afrique de l'Ouest, etc. Vous voyez. Mais dans ce commerce-là, d'abord, ils avaient différentes compagnies selon les pays, mais ils ne voulaient pas de la concurrence. Ils voulaient instaurer des monopoles. Et à cause de ces monopoles-là, d'abord, eux, ils se faisaient la guerre, et ils faisaient la guerre aux populations avec qui ils faisaient du commerce. Cette façon de faire n'a pas plu à nos ancêtres. Parce que eux, ils étaient pour la liberté du commerce. D'ailleurs, il y a un cas patent. Au XVIIIe siècle, les Hollandais sont venus attaquer la région d'Assoko, notamment le pays des Bétibé, des Eotilé et des Issoumans. Et on a vu le roi Akassane des Issoumans réagir. Il a pu repousser une attaque des Hollandais qui étaient mécontents que les populations puissent aussi bien commercer avec eux, mais aussi avec les Français et puis avec toutes les autres compagnies. Les Hollandais ne voulaient pas de cela. Donc, les différentes compagnies européennes ne voulaient pas de la concurrence. Et ils créaient un état de guerre permanent. Deuxième chose, quand des marchands noirs africains montaient à bord de leurs vaisseaux, quelquefois ils les emportaient comme esclaves. Vous voyez, toute cette façon d'agir là faisait que les Africains, nos ancêtres, voyaient ces gens-là comme des gens qui avaient de très mauvaises manières, qui avaient de très mauvais rapports avec les autres. Vous voyez. Et comment ils les appelaient? Notamment les ancêtres Akan. Ils les appelaient Kanka Brofu. Voilà, Kanka Brofu. Kanga, ça veut dire quoi? Kanga, ça ramène à celui qui est dans la servilité. Abrofo, ça vient de... Il y a deux possibilités. Hein. Ça peut venir du terme bro, c'est-à-dire ce qui est mûr. Par exemple, comme quand un fruit est mûr, on dit abro. Hein. Voilà. C'est-à-dire des gens de servilité mûrs. Deuxième chose, dans le mot abrofo, ça peut venir de ebro, c'est-à-dire des gens de l'au-delà. Les gens de l'univers des morts, des défunts, des décédés. Voilà. C'est-à-dire des captifs de l'univers des décédés, des morts. Voilà. Donc c'est comme ça que nos ancêtres les appelaient. Ils appelaient Kankambrofo. Voilà. C'est comme ça qu'ils appelaient les locuteurs. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier que nos ancêtres africains en Égypte antique, avec la situation égypto-nubienne, ont dominé le monde pendant près de 3000 ans. C'est-à-dire 30 siècles. Oui. Et donc, les leucodermes, tout comme les sémites, étaient dans un état de servilité. Oui, servilité. Voilà. Donc, ces façons de faire là, de ces caucasiens, ne plaisaient pas à nos ancêtres. Par exemple, il y a un roi, le dernier roi Nzema de la dynastie d'Mbabile Kakwaka. Mais devant le refus de ces caucasiens de la concurrence commerciale, mais quand certains avaient ce comportement, quand ils les prenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les punissaient sévèrement. D'abord en les obligeant à manger des piments très brûlants. Des piments très brûlants. Pour qu'ils comprennent que ils doivent laisser se faire la liberté commerciale. Vous voyez. D'ailleurs, c'est par rapport aux guerres qu'eux-mêmes ils se faisaient qu'ils ont bâti des forts.
hein, qui étaient armés de canons. Vous voyez. D'ailleurs, on a vu les forts des Portugais, hein, de choses, comment on appelle ça, de San Antonio d'Axim, hein, le fort Saint-Antoine d'Axim, et puis le fort San Jorge da Mina, c'est-à-dire qu'il va prendre ensuite le nom de El Mina. Mais les Hollandais vont prendre ça de force aux Portugais. Ouais. Donc, ils se faisaient la guerre pour récupérer les forts. Et d'ailleurs, sur d'autres océans, sur d'autres mers, ben, c'était l'époque des corsaires, etc., des pirates. Vous voyez. Donc, tous ces comportements-là, nos ancêtres trouvaient que ce n'étaient pas des comportements de gens civilisés. Ce n'est pas des gens civilisés qui ont une culture élevée. Vous voyez. Qui ont des pensées élevées. Vous comprenez? C'était cela. Et donc, toute cette atmosphère de violence et de guerre que les Caucasiens faisaient régner dans ce commerce-là, ça explique le fait que dans tous les royaumes Akan, ça je le dis, dans tous les royaumes Akan, quand les chefs de province, les chefs, je peux dire, entre guillemets, subalternes, viennent prêter serment auprès du grand roi, auprès du roi principal, dans leur serment, ils disent quoi? Bon, habituellement, ils disent, avant que les Caucasiens ne parviennent sur nos côtes, ils disent quoi? Ils disent, Nana, si il y a un problème, si tu me fais appel, Nana, c'est un titre de dignité du roi, hein. Si tu me fais appel, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, à n'importe quel moment, je répondrai. Mais si tu ne m'as pas fait appel, bon, c'est que tu ne m'as pas fait appel. Mais si tu me fais appel, je répondrai. Et je vais être loyal, comme moi-même mes ancêtres ont été loyaux vis-à-vis de toi, tes ancêtres, qui est mon roi. Toi qui es mon roi. Mais quand les Européens, les Caucasiens sont venus, qu'ils ont créé cette atmosphère de guerre permanente, qu'est-ce que les Akans ont fait? Ils ont ajouté sur ce serment-là, ils ont ajouté le fait de dire, où le chef de province dit au roi, si c'est un problème avec les Blancs, avec les Caucasiens, dans n'importe quelle situation, un problème avec les Blancs, avec les Caucasiens, si tu m'appelles, je répondrai, je viendrai et je répondrai à ton appel. Vous voyez? Vous voyez? Parce que ces Caucasiens, ils ont un esprit de conflit permanent. Or, en principe, on ne peut pas rester dans le conflit en permanence. Pour eux, tout se passe comme si, dans les relations avec les autres, il faut qu'il se trouve un ennemi. Dernièrement, même, j'ai regardé la vidéo de quelqu'un, d'un politologue, qui disait comment est-ce qu'on se fait un ennemi dans les relations internationales. Comment on se fait un ennemi dans les relations internationales. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire des relations internationales sans avoir un ennemi? Mais pour nous, on dirait que ce n'est pas possible. Il faut que, franchement, il se trouve forcément un ennemi. Mais on le voit. Les Occidentaux avaient un ennemi. C'était le communisme et les pays communistes. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pays communistes. Mais pourtant, ils cherchent un ennemi. Aujourd'hui, la Chine, est-ce que la Chine ne pratique pas le capitalisme? Bien sûr, c'est un capitalisme d'État, mais ils pratiquent le capitalisme. Vous voyez? Ils permettent que d'autres entreprises s'installent chez eux. Eux aussi, ils veulent installer leurs entreprises ailleurs. Mais ils veulent forcément faire de la Chine un ennemi. La Russie, qui n'est plus l'URSS, ils veulent faire forcément de la Russie un ennemi. C'est un problème. Tout se passe comme si eux, ils ne peuvent pas vivre sans avoir un ennemi. Même quand celui-ci n'a pas eu une attitude hostile à leur endroit. Et ça, c'est leur façon de voir le monde. Et ce n'est pas bien. Et on a vu aussi cette hostilité des Arabes, qui sont en fait nos descendants lointains, parce que les Arabes, leur aïeul, c'est Hadjara, qui est une Égyptienne noire. Ils ne veulent même pas parler de cet aïeul-là. Ils préfèrent parler d'Ibrahim, qui est le père d'Ismaël, qui est leur véritable ancêtre direct. Or, Ismaël, son père, c'est Ibrahim, et puis sa mère, c'est Hadjara. D'ailleurs, quand ils font le pèlerinage à la Mecque, il y a le rite qu'ils appellent Safa Marwa, qui reproduit, non seulement ce n'est pas une course, il ne court pas, mais il ne marche pas non plus, mais c'est comme une course-marche. Ce qui rappelle la situation que Hadjar a vécue avec son fils Ismaël, jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau,
jusqu'à ce qu'elle trouve de l'eau pour désaltérer son fils qui risquait de mourir de choses, comment on appelle ça, de soif. Vous voyez. Donc c'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Oui. Ne pas pouvoir vivre sans avoir un ennemi. Ça, c'est un problème. Vous voyez. Et donc, à cause de leur hostilité, mais les royaumes très guerriers comme l'Ashanti et comme l'Akwamu avaient une attitude de réponse vis-à-vis de leur façon de faire. Oui. Il y a un chef Akwamu qu'on appelle Assoumani qui travaillait pour, qui était au service justement de l'Akwamu et du roi des Akwamu. Mais devant la situation de ces guerres permanentes, mais il a monté une stratégie pour occuper le fort danois d'Accra. Il a occupé le fort danois d'Accra pendant plus de 2 ans avant de leur rétrocéder cela. Vous voyez. Il dit, mais vous faites votre guerre idiote là. Bon, maintenant, moi, j'occupe votre fort là. Maintenant, c'est fini. Vous voyez. Assoumani, il l'a fait. Hein? Un chef guerrier au service du roi des Akwamu. Et quand Joseph Dupuis, qui disait être un explorateur, un missionnaire au service du gouverneur britannique qui était à Cape Coast, localement on appelle Ogwa, quand il s'est amusé à arriver à Koumassi, mais les Ashantis l'ont maintenu prisonnier. Ils ont dit, mais nous on sait que vous là, c'est que toi tu es venu là, toi tu es un espion. Tu penses pouvoir nous espionner, voir comment nous sommes organisés, etc. Mais ils l'ont maintenu prisonnier pendant près de 2 ans. C'est quand il y a eu la guerre qu'on appelait Sangreti War, que les Ashantis appellent tout ça, en 1874, et que les guerriers des chefferies des royaumes, des chefferies royaumes du littoral, avec quelques officiers, sous-officiers britanniques, ont vaincu les Ashantis, que Joseph Dupuis a retrouvé la liberté. Vous comprenez? Ouais. Il y a un résistant Songoï, vis-à-vis des Marocains et des Arabes en général, qui prenaient plaisir à castrer systématiquement les Noirs. Mais Baboutou, qui était justement un résistant vis-à-vis de cette façon de faire des Arabes là, dans le moyen Niger et dans la zone du Sahara, mais lui aussi, quand il prenait les Arabes aussi, il les castrait systématiquement. Pour qu'il voit, si castrer quelqu'un là, si c'est bon. En Afrique, quand c'est comme ça, on fait comme ça. Pour voir si c'est bon. Ce que tu fais là, tu vas subir la même chose comme ça, tu vas voir si c'est bon. Ouais. C'est ce que Baboutou a fait. C'était un résistant, Songoï, face aux pachaliques des Marocains, donc des Arabes. Vous voyez. Donc c'est cela. C'est très important. Et vous avez vu l'attitude même de Chaka Zulu vis-à-vis des Caucasiens. Les Zoulous n'avaient de complexe devant personne. Parce qu'ils disaient qu'eux, ils sont du ciel. Amazulu dit ils sont du ciel. Donc c'est eux qui dominent. Ils n'avaient aucun complexe devant les Caucasiens. Vous voyez? Aucun complexe. Vous voyez? Et vous voyez un épisode justement des rapports de Chaka Zulu avec les Caucasiens. Il y avait un officier britannique. Mais qu'est-ce que Chaka a dit? Il lui a dit, mais Febana, comment le singe s'est fait prendre au piège? C'est cela. C'est la question qu'il lui a posée. Il a dit non, on lui tend une banane, etc. Donc on l'amadoue pour l'avoir. Il dit, mais justement, c'est ce que j'ai fait actuellement là. Tu es à ma merci. Tu es à ma merci. Vous voyez. Donc, nos ancêtres n'avaient aucun complexe vis-à-vis de ces leucodermes, de ces descendants de l'homme de Cro-Magnon. Mais dans la colonisation, ils nous ont tellement brimés. Ils nous ont tellement humiliés. Et ils ne veulent même pas arrêter. Particulièrement la France avec son néocolonialisme et sa France-Afrique. Maintenant, ils parlent d'éco. En maintenant les éléments de domination du franc CFA. Et puis, ils font comme si c'est à eux seuls que Dieu a donné l'intelligence. Mais évidemment, il y a des chefs d'État africains, des valets, des rampants, des reptiliens, comme ces Caucasiens-là, qui les suivent dans leur façon de faire. Vous voyez. Mais en même temps, ils parlent de démocratie. Ils parlent de droits de l'homme. Vous parlez de démocratie, vous parlez de droits de l'homme, mais toute votre attitude consiste à mépriser l'être humain. Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, on le voit. Vous voyez. Vous pensez que ces policiers qui tuent ces noirs-là, que ce sont des incidents? Non, c'est pensé. Ça vient du Ku Klux Klan, c'est passé. Vous voyez.
Eni Edo Lodge a eu raison d'écrire cet ouvrage-là où elle dit que le racisme, c'est un problème de blanc. Mais donc, moi, je voudrais vous dire, frères et sœurs, n'ayez aucun complexe devant qui que ce soit. Qu'il ait la peau claire, qu'il ait la peau rose, qu'il ait la peau verte, qu'il ait les yeux bridés, qu'il ait une bouche qui est large, qu'il ait de grandes oreilles. Ce n'est pas ça qui fait la supériorité. Les hommes supérieurs, ça existe. Ce que je vais vous dire, ça vous étonne. Ça existe. Mais c'est au plan spirituel. Ce n'est pas au plan du corps physique. Non, c'est au plan spirituel. Le prophète des musulmans, Mohammed, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, il dit parmi vous, le meilleur, c'est le plus pieux. C'est celui qui est le plus pieux. C'est celui qui est le plus tourné vers Allah. Vous voyez? Donc voilà le critère de supériorité que donne ici le prophète des musulmans. Donc quand tu es plus proche de Dieu, que tu es pieux, alors ça fait de toi un homme qui est bien d'un cran au-dessus des autres. D'ailleurs, lui-même, il est dit dans les hadiths, c'est-à-dire dans les enseignements, qu'un jour, il a fait un songe et il a constaté que Bilal, qui a été le premier muezzin, le premier muezzin de la religion musulmane, que d'ailleurs les Arabes menteurs veulent présenter comme esclave de choses du prophète Mohammed, alors qu'il n'était pas son esclave, c'était un homme parfaitement libre. C'était un Éthiopien. N'oubliez pas qu'anciennement, les Éthiopiens ont dominé la péninsule arabique. Vous comprenez? Et quand il s'est réveillé de son songe, il a demandé, mais Bilal, je vois que tu me précèdes sur le chemin qui mène au paradis. Comment se fait-il? Il a dit, mais noble prophète, tu nous as enseigné à faire 5 prières obligatoires. Mais moi, au-delà de ces 5 prières, je fais des prières surrogatoires. Vous voyez, je fais des prières surrogatoires. C'est à la suite d'ailleurs de cela que Allah a demandé à Mohammed de faire des prières surrogatoires, de ne pas s'arrêter aux 5 prières. Vous voyez? Et quand on va dire ça, les racistes arabes vont dire non, alors que c'est les faits. C'est les faits. C'est les faits. Parce qu'avant Bilal, Mohammed même ne faisait pas les prières surrogatoires, il ne faisait pas les prières complémentaires au-delà des 5 prières canoniques fixées. Ce sont les faits. Donc vous voyez que Allah là, il est contre le racisme. Quand tu es proche de lui, tu le cherches d'un cœur pur et sincère, il t'élève. Moi-même a vu que Bilal, l'homme noir là, le précédait sur le chemin du paradis. Sur le Firdaous, comme on le dit dans la religion musulmane. Et le Christ Jésus que les gens confondent avec les crimes des faux chrétiens d'Occident. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait petit et qui se met au service des autres. Voilà. C'est celui qui se fait très humble et qui se met au service des autres. Mais le service, ça vient d'où? Ça vient de la charité. Et la charité, c'est quoi? C'est l'amour en action. L'amour divin en action. Ouais. Donc, c'est ça, le critère qui fait d'un homme un homme supérieur. Mais ce n'est pas parce qu'il vient, il a des armes plus puissantes que vous, il vous brime, il vous maltraite, il vous déshumanise, qu'il est supérieur. Au contraire, il montre son inhumanité. Il montre qu'il n'est pas humain, il est un démon et un animal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Et on le voit aujourd'hui. Ils ont trouvé des prétextes à cause du pétrole. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit même aussi la Syrie, bien qu'ils n'ont pas pu faire tomber le gouvernement de Bachar el-Assad. Mais toujours des destructions. Je ne dis pas que tous les Caucasiens sont comme ça. Mais ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants. Bien sûr, le peuple n'approuve pas ce qu'ils font. Mais comme ils obéissent à leurs dirigeants, ce sont les dirigeants qui font ça. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que nos ancêtres africains, là, nos ancêtres noirs, là, ils n'avaient aucun complexe vis-à-vis de ces Caucasiens, là, de ces descendants de l'homme de Koumani. Et tout ce que je dis là, c'est la vérité historique que je dis. Je le dis sans aucune haine. Je le dis sans aucune animosité. Ce sont les faits historiques.
Et donc, n'ayez de complexe devant aucun caucasien, devant aucun être humain. Mais plutôt, si vous avez face à vous quelqu'un qui est très pieux, tourné vers Dieu, et donc qui respecte son prochain, quelqu'un qui se fait petit, qui sert les autres, qui est rempli de charité et d'amour, alors respectez-le d'une plus grande façon. Vénérez-le même. Parce que tous les êtres humains ont la même dignité humaine. La dignité humaine, ce n'est pas par rapport à l'iris des yeux qui est bleu, qui est vert, qui est noir ou qui est brun. Par rapport à la peau qu'on dit blanche qui ne l'est pas. Par rapport à la peau qu'on dit noire qui ne l'est pas. Par rapport à la peau qu'on dit jaune qui ne l'est pas. Par rapport à la peau qu'on dit rouge qui ne l'est pas. Voilà, c'est la dignité humaine. C'est ça. Nos ancêtres n'avaient aucun complexe vis-à-vis de ces gens-là. Et vous non plus, vous ne devez pas en avoir. Mais si tout être humain, qu'il soit un caucasien, qu'il soit un noir mélanoderme, qu'il soit un mongoloïde chinois, japonais, etc. Si c'est quelqu'un qui est rempli de charité et d'amour, si c'est quelqu'un qui aime son prochain, alors ayez un grand respect pour lui. Vénérez-le. C'est ça le vrai critère qui fait de quelqu'un qui est élevé par rapport aux autres. Voilà. On ne peut pas faire d'un criminel quelqu'un qui est élevé, sous prétexte qu'il domine. Non. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Dominé par la force ne fait pas de vous un homme supérieur, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez un président ou autre, non, ne fait pas de vous un homme supérieur. Au contraire, ça vous rabaisse. Et si vraiment que ce monde qui existe n'est pas le fruit du hasard, qu'il y a une intelligence derrière, vous répondrez devant cette intelligence divine. Merci encore et sachez que la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique situé en Afrique de l'Ouest.